Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Je voudrais d'abord remercier évidemment en la personne de Serge Aumain, le BSI, et en la personne de Benjamin Cadranel, le CityDev, pour cette invitation, pour cette chaire qui me remplit d'orgueil et qui me réjouit beaucoup de pouvoir venir ici à Bruxelles et connaître cette ville. Que je connaissais d'être venu une ou deux fois, mais que je connaissais pas aussi bien, que je commence à la connaître, pas encore assez pour faire un petit paragraphe en néerlandais. La prochaine fois, qui sait, j'essaierai de le faire. Alors, je voudrais vous remercier aussi à toutes et à tous pour vous intéresser au Brésil. De temps en temps, on se dit là-bas, tiens, comment est-ce qu'on pourrait croire qu'autant de monde pour remplir une salle puisse s'intéresser à notre pays? C'est sûr, il apporte un peu de soleil, hein, c'est vrai. D'un autre côté, c'est un pays avec plein de difficultés. C'est un pays qui, maintenant, en ce moment, vit un drame démocratique très difficile. Ce n'est pas facile d'y vivre. C'est un pays où les défis sont énormes, mais aussi, justement, parce qu'ils sont énormes, c'est un pays passionnant. D'un autre côté, ce qui nous rapproche ici, en plus du Brésil, comme il a été très bien dit dans l'introduction, c'est qu'on se rapproche tous des questions urbaines, des défis urbains et des questions de la gouvernance des grandes villes. Et là, on s'approche, quelles que soient les villes. J'ai vu que c'était Patrick Le Gallès qui était là à ma place il y a 2 ans, avec qui je travaille très fréquemment, qui vient au Brésil souvent, avec qui je passe des après-midi à montrer les choses, comment se passe à São Paulo. Ça veut dire qu'entre urbanistes, on se comprend et on s'utilise un peu des réalités de chaque grande métropole pour y voir plein de choses en commun, y voir des solutions et puis voir des problèmes que l'on n'a pas mais que l'on pourrait y avoir, et que ça veut toujours bien de pouvoir les voir un peu en avance. Alors, moi, avoir les bidonvilles qui surgissent de plus en plus aux États-Unis ou même en France, où je viens assez souvent aussi, moi, je me dis que le monde, il devient de plus en plus égal par ses inégalités, malheureusement. Et ça, c'est un fait. Et c'est un fait qu'il faut savoir y faire face. Donc, je pense qu'avec ça, je pourrais vous montrer quelques exemples et quelques situations brésiliennes qui, d'une manière ou d'une autre, j'espère, pourront être utiles, que ce soit pour vous donner envie de venir visiter notre beau et complexe pays. Alors, comme il a été dit, moi je suis professeur à l'Université de São Paulo. Je suis actuellement le président de l'école doctorale de la faculté d'architecture et urbanisme de l'Université de São Paulo, où je suis directeur de recherche et où je fais des recherches dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire sur le logement et les établissements humains. Et donc, là où on travaille en université, les questions très complexes de la précarité urbaine, des bidonvilles, des gens qui ne peuvent pas vivre d'une manière digne, des questions de l'injustice spatiale en général. Et en 2015, j'ai été surpris, enfin pas tout à fait surpris, mais j'étais quand même assez surpris en étant invité pour la dernière année de son mandat par le maire de la ville de São Paulo, qui était lui aussi professeur de l'université en sciences politiques et qui m'a demandé de venir l'aider pour la fin de son mandat, pour les questions de logement, parce qu'il avait eu des problèmes dans ce secrétariat jusque-là pendant les 2 premières années et demie. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous, à l'université, on se rend compte qu'on passe notre vie à dire ce que les politiques publiques et les politiques doivent faire. On passe notre vie à dire comment doivent être les politiques publiques, ce qu'elles ont fait de bien, ce qu'elles ont fait de pas bien, comment elles devraient être. Et puis là, un jour, un maire vous dit, bon, puisque vous en avez tellement opiné, pourquoi vous ne voulez pas le faire? Et là, on se retrouve dans une situation intéressante, puisqu'on ne peut pas dire non. Et là, c'est tout un autre défi qui s'ouvre, celui de faire le rapprochement entre la réalité et les théories que l'on travaille si bien à l'université. Donc c'est un peu tout cela que je vais essayer de vous parler. J'ai appelé ça les défis de la gouvernance urbaine dans le contexte d'une grande mégalopole qui est celle de São Paulo. Alors, je vous parle un petit peu du Brésil très rapidement pour qu'on se situe un peu où est-ce qu'on est ou de quoi l'on parle. Le Brésil, c'est un pays continental. Il est dans les 5 ou 6 plus grands pays du monde. C'est un pays qui a une caractéristique d'une très grande urbanisation par rapport aux pays sous-développés. L'Amérique latine, en général, dans le monde sous-développé, est le continent qui a le plus fort taux d'urbanisation. En 1900, le Brésil comptait 17-18 millions d'habitants et avait 90% de sa population dans le rural. Alors qu'en 2018,
2018, il compte 207 000 ou 208 millions d'habitants. 85% de sa population est une population urbaine. Alors, elle est distribuée dans 27 régions métropolitaines. Ça veut dire des villes dont la plus petite région métropolitaine est de 1 million d'habitants. Il y a, rien qu'à São Paulo, il y a plusieurs dans l'État de São Paulo, pas la ville, rien que dans l'État de São Paulo, il y a plusieurs villes, il y a trois villes de plus d'1 million d'habitants. Donc, c'est assez fréquent d'avoir des villes de plus d'1 million d'habitants. Et on va jusqu'à 15 millions d'habitants pour la région métropolitaine de Rio de Janeiro et 22 millions d'habitants pour la région métropolitaine de São Paulo. En général, les villes sont plutôt sur la côte, non seulement parce qu'ici, tout ça, c'est l'Amazonie, donc ici, il n'y a pas possibilité d'avoir développement urbain, quoique on l'a détruit assez rapidement, malheureusement, et parce que aussi, historiquement, c'est l'endroit de l'arrivée de la colonisation, et c'est là où se sont développés donc les établissements urbains. Alors, je vais vous parler très rapidement aussi, vous expliquer que le Brésil a une logique d'urbanisation très particulière. Alors, je vais dans une des cours ex cathedra que je vais donner donc à partir de demain, celui de demain d'ailleurs, je vais travailler ça en profondeur. Ça veut dire la comparaison entre la nature de l'État Providence, qu'on a l'habitude de travailler dans la logique des sciences politiques européennes, et la logique de l'État qu'on appelle l'État patrimonialiste, d'une société patrimoniale, qui est un peu ce que Thomas Piketty, récemment dans son livre « Le capital du siècle XXI », commence à se rapprocher en disant, voilà, le capitalisme, après les 30 années glorieuses, cet intermède des 30 glorieuses, il revient à un point où le patrimoine de départ permet d'avoir plus de richesses, de s'enrichir plus que l'investissement productif. Le Brésil, c'est un pays où toujours les élites très riches, depuis la colonisation, qui était une colonisation d'exploitation, au contraire de la colonisation nord-américaine, qui était une colonisation de fixation, où les gens allaient là-bas et devaient fixer une nouvelle société et avancer sur le pays pour s'y installer. Le Brésil était un pays d'exploitation. On y envoyait des aventuriers qui établissaient un État qui n'avait pour seule fonction que d'y retirer les richesses, après un certain moment d'esclaviser des Africains emmenés au Brésil pour faire la main-d'œuvre et envoyer toutes ces richesses pour le Portugal ou pour les pays dominants à l'époque de ces relations internationales. Donc, cela crée une société et un État très particulier. Un État qui n'a jamais eu cette logique de l'État-providence. Ça veut dire un État qui n'a en aucun moment dans son histoire, on pourra y revenir si vous voulez après, parce que là je le dis très rapidement, n'a jamais eu l'occasion d'être un État qui se préoccupe avec l'ensemble de la société. Historiquement, c'est toujours un État qui est dans les mains, qui est l'instrument de secteurs dominants, très élitisés, qui se servent de l'instrument de l'État pour mettre en place des politiques qui les intéressent à eux et pas à l'ensemble de la société. Donc il n'y a pas un besoin de construire une économie capitaliste sociétale, une économie capitaliste généralisée, parce que de toute façon l'économie brésilienne, au long de l'histoire, elle a toujours été tournée vers l'exportation. Et donc il n'y a jamais eu le besoin, qui a été un besoin structurel dans les économies européennes à partir de la crise de 1929 et à partir de l'après-guerre, n'a jamais eu le besoin de structurer une société de consommation de masse assez généralisée. Et cela change complètement le caractère de l'État au Brésil, historiquement parlant. Alors, donc, nous avons un État qui produit des villes très inégales dès leur naissance. C'est-à-dire, les villes au Brésil, elles naissent dans l'inégalité parce que déjà, quand elles deviennent importantes au milieu du siècle XIX, du 19e siècle, quand l'économie d'exportation du café devient assez importante pour donner aux villes un rôle de contrôle de cette économie d'exportation, et bien à ce moment-là, les villes sont des tout petits bourgs très modernisés selon le modèle français, l'européen. L'opéra de São Paulo est une réplique en miniature de l'opéra de Paris, très jolie, très belle. Ça veut dire qu'on construisait des villes à l'image des villes européennes, mais dans un tout petit rectangle, alors qu'autour de là s'organisait une ville pêle-mêle, une ville non organisée, avec la masse de travailleurs qui faisaient marcher ce petit rectangle de ville. Donc c'est des villes qui naissent d'une logique inégale et qui vont se constituer telles quelles beaucoup plus lors du miracle économique
qu'on appelle le miracle économique brésilien, parce que vous le savez peut-être, dans les années 70, le Brésil a été le pays qui a le plus cru, je ne sais pas comment on dit, cru au monde, du point de vue économique, avec des taux de croissance de 12% à l'an, sauf que dans un modèle où la croissance n'était pas accompagnée d'une distribution des richesses qui advenaient de cette croissance pour l'ensemble de la société. Ça veut dire que ça a été une croissance très rapide qui a été supportée par les industries mondiales lors de la première étape de la mondialisation, due justement à la recherche de marchés de main-d'œuvre bon marché. Exactement ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Si vous voulez connaître l'histoire d'Amérique latine, l'histoire des pays du Sud dans les années 60-70, il faut regarder la Chine aujourd'hui et on comprend, c'est exactement la même chose. Donc, c'est un pays qui a eu une super rapide urbanisation, mais basée dans la condition de la manutention de la pauvreté. Parce que cette industrialisation avait besoin d'une main-d'œuvre de très bon marché. Quand Volkswagen arrive à São Paulo pour s'y installer en 1954, il n'y a aucun État qui est venu lui dire il faut donner des conditions de vie, d'école, de transport, etc. On va mettre des impôts pour que les gens qui viennent travailler à Volkswagen puissent y vivre convenablement. Non. Ce qui était intéressant, c'était justement de faire venir des travailleurs du Nord-Est, comme est venu le président Lula, qui est très connu pour ça d'ailleurs, c'est-à-dire des travailleurs pauvres du Nord-Est, qui venaient travailler dans les régions industrielles du Sud et qui s'organisaient en autoconstruction, parce qu'en fait, c'était le moins cher du point de vue de la production de l'habitat. Voilà. Donc le résultat, c'est que le Brésil, ne vous y me prenez pas, c'est un pays très riche. Le Brésil, c'est la 9e économie au monde. Le Brésil vient juste après des pays comme la France, l'Angleterre. C'est un pays très, 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 très riche. Mais en même temps, il est dans les 7 pays au monde qui concentrent le plus les richesses. Ce qui fait qu'au Brésil, on a aujourd'hui les 40% les plus riches qui détiennent 90% des richesses. Ça veut dire que les 40% les plus riches au Brésil, ils composent l'équivalent à un pays européen. 40% de la population brésilienne, ça équivaut à 80 millions, à peu près la France, pour un PNB qui est un peu moindre que la France, mais quand même 90% de la 9e économie au monde, ça doit être la 12e ou 13e économie au monde. Ça veut dire que c'est un pays digne d'un pays européen. C'est parfait. Le problème, c'est qu'il y en a 120 millions qui restent. Et ces 120 millions, ils s'approprient de 10% des richesses. Donc le problème du Brésil n'est pas un problème de richesse, c'est un problème d'inégalité. C'est un problème de la distribution de ces richesses. Et là est tout le problème de toutes les politiques publiques que l'on doit mettre en place au Brésil. Alors cela, du point de vue urbain, l'expression de cette inégalité, elle est visible dans une photo comme celle-là. Une fois, j'étais en France et à la fac d'architecture de Val-de-Seine à Paris, et il y a un jeune qui est monté pour me montrer, parce que c'était un spécialiste en Photoshop, et alors il m'a dit non, ici, là, vous voyez là, on voit très bien, il y a la marque du Photoshop, ça c'est un montage. Et je lui ai juré que non, ça c'est à 3 km de l'université de São Paulo, c'est dans une région presque de centre-ville, c'est la plus grande favela de São Paulo, il y a 100 000 personnes qui y vivent, on n'a aucune chance de la transformer en ville très rapidement, parce que 100 000 personnes c'est une ville déjà, mais c'est évident que les gens qui sont là travaillent au service des gens qui sont là-bas. Et ce n'est pas un immeuble de très haut standing, vous y méprenez pas, il y a des choses beaucoup plus chics, celui-là il a l'air un peu parce qu'il a des petites piscines, donc vu du haut d'hélicoptère ça fait un impact, mais c'est considéré un immeuble de classe moyenne haute, parce qu'au Brésil on a 6 divisions, A, B, C, D, E, ça veut dire ça c'est de classe A, B, c'est même pas le plus riche que l'on peut avoir. Alors maintenant je vais vous parler de São Paulo. Alors l'État de São Paulo, alors ça c'est pas l'État, pardon, l'État de São Paulo c'est un État avec 44 millions d'habitants qui fait la moitié de la taille de la France, donc la moitié des habitants, la moitié de la taille de la France, ça donne un peu une idée par rapport à un pays européen, un peu plus petit que l'Espagne, mais bon voilà. C'est dans l'État de São Paulo, il y a la région métropolitaine qui elle a 39 villes et qui regroupe 22 millions de personnes. Dans la région métropolitaine, une de ces 39 villes, c'est celle-ci, c'est la municipalité de São Paulo, qui à elle seule
à 12 millions d'habitants. Alors, je viens d'apprendre que c'est à peu près la population de la Belgique. Moi, je pensais que la Belgique en avait un peu plus. Donc, ça vous donne un peu l'idée de la taille, parce que c'est plus petit, je pense, que la Belgique en tant que taille. Donc, c'est quand même très dense. Ça fait beaucoup de personnes dans le même endroit. Après, on s'impressionne beaucoup, mais après, quand on va en Inde, on se rend compte que c'est rien du tout non plus. Après, il y a 31 mairies régionales. D'accord ? Mais ne vous trompez pas non plus, on a un petit problème qui est le même que vous avez ici, c'est qu'il n'y a aucun organisme de gouvernance métropolitaine dans cette région métropolitaine de 22 millions d'habitants et 39 municipalités. J'ai lu dans un petit opuscule qu'on m'a passé pour me préparer pour venir à Bruxelles, très intéressant, et j'ai pu y lire que, j'ai oublié l'auteur, c'était... Voilà, Van der Motte, et un géographe, et donc qui montre là-bas qu'ici aussi, il y a un problème dû à cette question de la gouvernance métropolitaine. Voilà. Alors, et souvent, ces villes qui sont ici, elles sont en compétition parce qu'elles ont des maires qui sont de partis différents, et donc c'est un gros problème. Pourquoi c'est un gros problème ? Parce que des questions comme les questions hydriques, des questions comme l'assainissement, des questions comme le transport et les questions des déchets, ils ne comprennent pas trop, ou même des questions du logement, parce que la population en elle-même, ils ne comprennent pas trop les limites administratives de mairie, de région, de ceci ou de cela. Ils habitent là où ils peuvent habiter. Les déchets sont produits, il faut les mettre quelque part, et souvent ça ne respecte pas les limites administratives. Les eaux ne respectent pas les limites administratives. Donc les politiques hydriques, les politiques d'assainissement, etc., doivent avoir une gestion métropolitaine, et je peux vous assurer qu'à São Paulo, quand il y a des problèmes de crue dans un pays tropical, le manque de ces structures est absolument terrible. Alors voilà une photo, une image satellite de la région métropolitaine de São Paulo, pour que vous ayez un peu l'idée de la taille. Donc la ville de São Paulo, elle est à peu près ici, là où justement on voit que c'est un peu plus dense. Donc c'est là la ville de São Paulo. Ce petit rouge-là, c'est juste pour vous montrer la photo qui suit. Donc la photo qui suit, c'est ça, pour vous montrer un peu la taille. D'accord ? Donc ça, on voit la verticalisation, on voit les deux rivières qui longent São Paulo ici, qui se rejoignent, donc c'est exactement ici, vous les voyez. Ah bah, ça a bougé, je m'excuse, le petit cercle, il est là, il est là, voilà. On voit les deux rivières qui arrivent, et c'est là, le petit cercle, mettez-le là, donc c'est ça. C'est juste ce petit bout-là, c'est cette vision. Donc voilà, ça donne une idée de la dimension de la ville. Alors, on a un problème de taille, un problème de densité, parce qu'en moyenne, à cause de cette inégalité dont je vous ai parlé, les villes brésiliennes, elles ont autour de 40% de leur population qui habitent dans des conditions de précarité. C'est-à-dire qu'à São Paulo, on a de ces 40%, on a 30%, enfin pas de ces 40%, 30% qui habitent dans des conditions extrêmement précaires, c'est-à-dire dans des favelas, dans des bidonvilles, dans les lotissements clandestins, dans des situations vraiment de très grande précarité. C'est-à-dire autour de 3 millions de personnes, c'est-à-dire 3,5 millions de personnes, c'est-à-dire autour de 1 million de logements. Donc ça, c'est le déficit, alors qu'au Brésil, on a en tout un déficit de logement de 6 millions d'unités, pour en tout 20 millions de personnes à peu près, qui vivent dans des conditions de précarité. Donc c'est énorme, c'est un défi absolument fantastique du point de vue négatif, mais pour toute personne qui travaille dans ces questions-là. Alors voilà qu'est-ce que la ville de São Paulo, hein, si jamais on prenait proportionnellement à sa taille, à ses habitants et à sa surface, on devrait montrer plutôt ça. Ça veut dire des quartiers, ça ressemble beaucoup à Mexico par exemple. C'est les quartiers des villes d'Amérique latine qui sont construits en autoconstruction, parce que ces gens-là, ils savent construire, parce que c'est eux qui construisent la ville qui fonctionne. Et qui vivent là, donc, dans des conditions plus ou moins précaires, mais souvent très, 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 très loin de leur travail, comme je vais vous le montrer. Donc, c'est un pays de contrastes urbains. São Paulo est ce que vous voyez au-dessus, mais São Paulo est aussi ce que vous voyez au-dessous. C'est la même chose, c'est la même ville, c'est de différentes facettes. Et le problème, c'est que quand on vit dans cette ville, souvent, on peut y rester des années
à côtoyer des grandes maisons, des quartiers verticalisés très chics, souvent, moi j'ai des élèves, quand je donnais des cours dans une université privée, maintenant l'université publique c'est moins fréquent, mais j'avais des élèves qui en 4e année n'avaient jamais vu un bidonville, une favela, parce qu'en fait, on peut tout à fait vivre de chez soi jusqu'à l'université, de l'université jusqu'au cinéma, du cinéma jusqu'à chez sa copine ou son copain, ensuite on rentre à la maison, on va à la plage le week-end, et on finit par vivre dans une espèce de bulle, qui est la bulle de la ville qui fonctionne, alors qu'il y a une énorme partie de la ville qui est celle que je vous ai montrée, c'est de ces photos-là. Ça veut dire que l'habitat précaire, vous le savez, dans le monde, il n'est plus une exception, il est devenu la règle. Il y a un livre très intéressant de Mike Davis que vous avez sûrement déjà vu, qui s'appelle La planète slum, et qui montre que, en fait, la précarité et l'informalité urbaine sont devenues la règle urbaine. À tel point que à Quito, à l'Habitat 3, où j'étais en tant que représentant du maire de São Paulo, le nouvel agenda urbain qui a été signé et approuvé par 150 pays, il dit justement que le prochain défi urbain dans le monde de ce siècle sera, ou est déjà, le défi de l'inégalité, le défi de la pauvreté urbaine. Alors, tout ça nous mène à une logique de développement urbain qui est très spécifique. Ça veut dire partout, n'importe quelle ville, au Brésil ou même en Amérique latine, et souvent en Afrique aussi, et souvent en Asie, en Inde, etc. Mais je peux vous dire, en toute sûreté du Brésil et de l'Amérique latine, vous avez toujours des processus qui sont très semblables. Les élites s'installent dans un endroit très central où tous les investissements publics sont produits pour y créer beaucoup d'infrastructures urbaines. Au moment où ce centre commence à devenir un peu plus populaire, ces élites, dérangées par cette popularisation, choisissent un axe de développement et l'État va suivre ces élites et va y amener toutes les infrastructures de transport, etc. Les gens plus pauvres, moyennement, de classe moyenne, qui travaillent, qui ont des services un peu moins qualifiés, ils vont s'installer dans une périphérie plus ou moins structurée qui, avec le temps, va devenir la masse de la ville, plus ou moins structurée, donc avec moins d'infrastructures, mais quand même qui marchent. Et les plus pauvres, eux, qui est la tâche qui est ici, ils vont petit à petit être expulsés le long de l'histoire, toujours plus loin, et en général dans les régions très précaires, de conditions d'environnement très précaires. Donc c'est ce qu'on appelle une urbanisation avec ségrégation. Ça veut dire qu'elle se donne en produisant en même temps la ségrégation. Si l'on prend ça et on le met dans un plan, vous allez voir que ce qui est un schéma devient réalité. Ça, c'est la région métropolitaine de São Paulo. Ici, il y a la ville de São Paulo. Et là, on peut voir donc qu'il y a un axe, l'appelé axe sud-ouest, parce que la ville de São Paulo, elle est grande ici, elle vient jusque-là, elle fait à peu près tout ça. Donc, on voit que cet axe sud-ouest, il est extrêmement, c'est là où il y a la photo, vous voyez les deux rivières. Donc là, c'est la photo que je vous ai montrée. Il est extrêmement privilégié du point de vue des infrastructures de voirie urbaine, de rues, de ponts, enfin d'avenues, etc. Ça veut dire que c'est très différent de vivre ici et de vivre là. Alors, le métro qui est en bleu, il a toujours été aussi autour de cette région-là, mais quand même, comme dans les années 70, les grands ensembles pour les plus pauvres ont été construits en extrême l'est, on a construit une ligne de métro pour pouvoir aller les chercher et les ramener en fin de journée. Ce qui a fait que cette ligne de métro, en 3 ans, elle était une des plus chargées au monde. Elle était complètement saturée parce qu'elle a des millions de personnes qui doivent venir travailler dans cette région de la ville. Et maintenant, vous allez me dire, ça a changé? Ben non, parce qu'il y a un métro qui vient d'être inauguré. Il n'a même pas toutes ces stations qui sont prêtes, qui est la ligne jaune que vous voyez là et qui a été faite exactement dans l'axe de ce secteur super privilégié. Alors vous me dites, c'est une coïncidence, c'est la logique des villes, elles sont toujours comme ça. Non, c'est produit de cette forme-là. Donc il faut faire toujours très attention parce que souvent on naturalise les phénomènes urbains en disant « Oh, ils sont comme ça parce que la ville a trop grandi, ils sont comme ça parce que la ville produit de la pauvreté, ça fait partie du capitalisme, ça produit de la pauvreté, etc. » Mais souvent on ne se rend pas compte que les lois urbaines, les instruments que l'on met en place, même involontairement des fois, ils peuvent aider à créer cette exclusion. Dans ce cas-là, ça n'a pas du tout été involontaire, vous inquiétez pas, mais c'est intéressant parce que ces taches jaunes-là, ce sont les zones qui, en 1972, dans le zoning de São Paulo, ont été définis comme exclusivement résidentiels, où pour y habiter, on est obligé d'avoir un terrain d'au minimum un lot de au moins 250 mètres carrés.
Voilà, c'est fait. La loi détermine que pour y habiter, il faut être riche. Parce que pour acheter 250 mètres carrés dans une région de plein d'infrastructures, il faut être riche. Donc voilà, c'est le moyen que l'on fait de faire que exactement cette région ultra privilégiée en investissement urbain, c'est la région qui est celle des meilleurs endroits pour habiter, de grands terrains, de grands lots de 250 mètres carrés. Ce qui fait que tout le discours du modernisme, vous voyez Walter Gropius qui disait la verticalisation, les édifices, la maison verticale, elle est importante parce que justement, elle nous permet de socialiser, elle nous permet de rationaliser les investissements en infrastructure. Là où j'ai un point d'assainissement, là où j'ai un arrêt de bus, je vais servir 50, 60 appartements. Donc, cela nous mène à des villes qui sont très très bien servi du point de vue des infrastructures de transport et où il y a, que ce soit Barcelone, à Paris ou Amsterdam, une grande densité là où il y a plus d'infrastructures. Alors vous me direz, bon c'est vrai, de nos jours, c'est plus aussi idéal que ça, parce que depuis les années 80, toutes ces villes-là ont subi des bulles de valorisation immobilière qui en fait expulsent beaucoup les gens aussi. Donc moi je connais certaines de ces villes, je connais bien Paris où je vois que pratiquement on peut plus y habiter, les gens sont obligés de partir, mais quand même dans les années 40, 50, 60, on a construit des villes où les endroits où il y avait le plus d'infrastructures étaient des endroits urbanisés, denses, avec beaucoup de régulation d'État. Ça veut dire on ne peut pas construire plus de 25 mètres, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut avoir des parcs, il faut avoir des playgrounds pour les enfants, il faut avoir des centres de sport. Et on habite dans un tout petit appartement, mais on descend et on a la ville à sa disposition et on peut vivre l'urbain. Et c'est fantastique. Parce qu'on n'a pas besoin du chez-soi, presque, parce qu'on peut vivre la ville comme un espace de sociabilisation permanente avec beaucoup de qualité. Alors, ce qui devrait être ça dans la logique d'une urbanisation rationnelle, conduite par un État qui intervient selon l'intérêt du collectif, au Brésil est devenu ça. Ça veut dire l'endroit où il y a le plus d'infrastructures, eh ben c'est devenu là où il y a les lots de 250 mètres carrés, où les gens peuvent se permettre, au milieu de la ville, d'avoir justement leur belle maison avec des piscines, etc. Et vous y méprenez pas parce que là, vous avez l'impression que c'est comme à Paris, à Barcelone ou à Amsterdam, mais non, pas du tout, parce que là, c'est juste une petite gentillesse qui a été faite pour le marché de la construction immobilière, c'est-à-dire qu'on leur a laissé verticaliser, mais ces appartements-là, ils ont 300, 400, 500, même 1000 mètres carrés, ils ont 2, 4, 6, des fois 12 garages par appartement, et ils ont 3, 4 maisons qui habitent personnes qui habitent par appartement. Ça veut dire que la densité urbaine, il y a une certaine densité constructive, mais la densité populationnelle, elle est pratiquement aussi basse que cet endroit-là. Donc on a des villes qui sont très peu denses, habitées par les gens privilégiés, qui constituent une urbanisation de privilèges. Et il n'y a rien de plus dangereux pour la ville et pour l'urbain que de tomber dans cette espèce de piège qui est le piège de l'urbanisation de l'exclusivité. Ce qui est très compliqué parce que l'urbain, il nous mène toujours à l'exclusivité. On a une tendance à dire, oui, c'est vrai, c'est bien le transport public, mais en voiture, j'ai mon CD, je peux écouter ma musique, je peux même, je suis plus tranquille. Oui, c'est bien d'habiter mais dans un immeuble, mais bon, chez moi, j'ai quand même mon petit jardin, je peux faire. Donc, on a toujours une tendance dans les sociétés modernes capitalistes à avoir une individualisation, une valorisation de cette option individuelle qui n'est jamais l'option collective. Et ça, pour l'urbain, c'est mortel. Alors imaginez pour les villes au Brésil le résultat de tout ça. Ben, le résultat de tout ça, c'est très simple, hein. Que ce soit en 97 ou en 2016, ça veut dire avec 20 ans de différence, c'est là, exactement dans ce même endroit que je vous ai montré, où sont concentrées presque 70% des offres d'emploi. Alors, ce qui fait que la grande majorité des gens, parce qu'ici vous avez la précarité urbaine, en jaune et en orange, ça fait que vous voyez que les gens qui habitent, plus pauvres, qui habitent par ici, ils doivent en moyenne laisser autour de 2 à 3 heures par jour pour aller et 2 à 3 heures par jour pour revenir chez soi, pour aller au travail et pour revenir chez soi. Ce qui fait que c'est une ville qui est la 5e ou 6e ville au monde, ou par là, qui a une puissance économique extrême et qui a une déséconomie, je ne sais pas si on dit ça en français, mais c'est-à-dire qu'on a une population active qui perd une demi-journée de travail, l'équivalent d'une demi-journée de travail dans un autobus
à essayer d'arriver à son travail ou chez soi. C'est absolument inimaginable. Voilà. C'est justement, alors les résultats du point de vue social sont assez impressionnants, parce que vous voyez, c'est exactement cette région-là où habitent les plus riches, c'est en rouge, hein, les salaires les plus hauts, mais c'est surtout, vous voyez, ça affecte la santé, ça affecte la vie des gens. Et si vous ne me croyez pas, vous allez qu'à voir, ça c'est l'espérance de vie. Quand même, si on habite dans l'extrême l'est de la ville de São Paulo, l'espérance de vie, elle est de 55 ans, alors que si on habite dans l'axe que je vous ai dit, elle est de 78 ans. Ça veut dire qu'on a quand même une espérance de vie de 20 ans de différence si on habite dans la ville qui marche ou si on habite dans la ville qui ne marche pas. Et même, on est capable, nous en général, on est tellement fort dans cette construction de l'urbain qu'on finit même par avoir une intervention sur la nature. Parce que vous voyez ça, c'est un plan qui montre que les températures dans cette région, qui est toujours la même, vous voyez là il y a la ville, on voit bien la ville et la région que je vous montre, elle est en moyenne 4 degrés moindre par an par rapport au reste de la ville. Ce que vous voulez me dire, c'est pas bien, mais au Brésil, c'est bien. Hein. Moins, c'est un peu moins chaud. Alors, pourquoi elle est 4 degrés moindre? Parce que les lois, les lois, elles font la différence. Depuis 1890, les lois de florestation, d'arborisation de cette région de la ville ont toujours été très, très, très strictes. Et l'on voit ici que justement, c'est là où on a la masse d'arbres la plus intense du point de vue, alors qu'ici, on n'en voit presque pas. Donc c'est pour ça qu'on a une différence de température. Donc on arrive même à intervenir sur la nature. C'est assez impressionnant. Alors tout cela est très, très impressionnant parce qu'en fin de compte, on arrive à une situation où il faut se demander, parce que moi je vous parle beaucoup de l'État, mais l'État, il n'est rien d'autre que le représentant d'une société. L'État, il est là parce que les gens qui sont là ont été élus. Sur l'État, c'est pas une personne qui marche, qui fait ce qu'elle veut, elle représente une envie sociale. C'est-à-dire que quand on parle de ce que l'État est fait, quand on parle de ce que l'État décide, ce que les lois font, les lois ne font pas, eh ben, ce sont des expressions d'une volonté sociale. Et donc, il faut toujours se demander qu'est-ce que c'est cette société qui produit ce genre d'État, qui produit ce genre de loi. Il faut toujours aller à l'origine des choses. Et là, vous vous rendez compte qu'au Brésil, c'est un peu triste parce que si cet État est capable de faire des villes qui sont des villes de l'apartheid, je vais vous montrer pourquoi, c'est pas une exagération, c'est parce qu'il reproduit une société qui emmène justement ces logiques de l'individuel au niveau des intérêts personnels au moment de la sociabilisation. Donc c'est une ville qui reproduit constamment des problèmes de racisme. On a souvent l'impression que le Brésil, c'est la démocratie raciale la plus belle du monde, mais ce n'est pas du tout vrai, parce que, je vais vous le montrer dans la prochaine photo, l'intolérance envers les pauvres, la ségrégation, la défense des privilèges. Il y a une thèse, je vous montre ici, il y en a plein qui travaillent sur les questions d'inégalité raciale, la ségrégation urbaine dans les anciennes capitales. Ça veut dire qu'ils montrent comment les villes ont été construites sur une base d'une ségrégation raciale. Cette photo-là, elle est intéressante parce que vous voyez, quand une entreprise de construction fait un plan d'un bel appartement qu'il va vendre, quand il le vend dans son flyer, dans sa brochure, eh ben, elle va le vendre avec ce dessin. Donc n'importe qui peut prendre et peut observer qu'à côté de la cuisine, il y a une chambre. Il y a une petite chambre qui a 1,80 m par 2 mètres et qui n'a pas de fenêtre. Or, dans la loi au Brésil, c'est interdit d'avoir une chambre qui n'a pas de fenêtre. Mais elle est là. Mais dans le plan qu'ils ont présenté à la mairie pour avoir le cachet d'autorisation de construction, c'est pas montré comme ça. C'est écrit dépôt d'aliments. Mais c'est évident que le technicien, le fonctionnaire qui est là-bas à la mairie, il sait très bien que c'est pas un dépôt d'aliments, mais il met son cachet quand même. Et au fait, c'est une chambre de bonne, comme vous le voyez ici, qui n'a pas d'aération, qui n'a pas d'illumination, parce qu'au Brésil, il y a encore une énorme masse des gens plus riches qui ont des bonnes qui dorment chez eux. Donc, c'est-à-dire, c'est encore de l'héritage d'une société qui a été esclavagiste. Alors, quand vous prenez et vous voyez ça sur un plan, c'est assez impressionnant de voir que ça, c'est les favelas, c'est les bidonvilles de São Paulo. Vous voyez qu'il y en a un seul qui est près de l'université, là, le plus grande, et une autre qui est ici, c'est les deux plus grandes qui sont insérées dans la région, mais c'est quand même assez libre de favelas, ici. Et vous voyez, ça, c'est un plan qui a été fait par un étudiant de géographie de l'université de São Paulo il y a 2 ans. Il a mis à chaque point, bon, on voit pas là, mais c'est des petits points, chaque point correspond à un habitant de la ville. Les points verts
et les points rouges, ce sont les noirs et métis, les points bleus, ce sont les blancs. C'est-à-dire que l'on produit des villes de l'apartheid social, exactement comme en Afrique du Sud, mais sans avoir besoin des lois de l'apartheid. On est très efficace dans ce sens-là. Voilà. Alors, comment les élites qui produisent et appuient ce genre d'urbanisation voient ce type de problème? Bon, ils le voient d'une manière très simple. Il y a trop de pauvres, il faut s'en défaire. Alors ça, c'est une couverture d'une grande revue, la plus grosse revue hebdomadaire brésilienne, qui nous dit les quartiers riches, ça c'est un immeuble de Niemeyer qui est à São Paulo, ça c'est un autre architecte qui s'appelle Franz Hepp, qui est très connu aussi. Ça c'est les quartiers que je vous ai dit, 250 mètres carrés minimum, strictement résidentiels. Ils sont jolis, ils sont pleins de couleurs, mais ils ont un problème, ils sont encerclés par la périphérie. Vous voyez le mot? Et quand vous lisez ici, ensuite il y a subliminaire. Cancer, l'exemple des célébrités, c'est juste pour... Mais alors donc ici en bas, vous avez les quartiers de classe moyenne sont en train d'être pressés par une ceinture, attention, de pauvreté et criminalité. Parce que pour l'éditeur de la revue, pauvre et criminel, c'est un peu la même chose. Voilà. Et le problème, c'est que ces pauvres et criminels, ils augmentent, ils se reproduisent. Parce que c'est marqué après, le pire, c'est que cette ceinture de pauvreté et de criminalité, elle grandit, elle croît 6 fois plus que la région centrale des métropoles brésiliennes. Ça veut dire, en plus, ils se reproduisent. Alors qu'est-ce qu'on va faire? La logique, cette logique, c'est la logique. Qu'est-ce qu'on va faire? On met une bombe, on les tue. Comme ça, c'est plus simple. La meilleure politique. Mais après, les gens, quand je dis ça, les gens rient, etc. Moi, je dis qu'au Brésil, un urbaniste, il ne fait pas du stand-up comédie, il fait du stand-up tragedy. Mais au Brésil, il y a un véritable massacre de jeunes noirs en périphérie entre 18 et 25 ans. Ça veut dire c'est des dizaines de milliers de jeunes noirs qui se font tuer en périphérie par le simple fait qu'ils étaient suspects. Donc, il y a un génocide de jeunes noirs en périphérie. Donc, quand je dis que la solution, dans cette mentalité, la solution de tuer, en fait, c'est ce qui se passe, en réalité. Alors, les lois urbaines, elles sont très intéressantes, mais elles ont toujours deux côtés. On a au Brésil autour de 5 millions d'unités de logements vides dans les centres-villes, 5 millions de logements vides dans les centres-villes, pour un déficit total de 6 millions de logements dans tout le Brésil. Mais quand les mouvements de logement social, les mouvements de logement occupent ces immeubles pour montrer qu'ils ne sont pas utilisés et qu'ils sont contre la loi, parce que la loi urbaine au Brésil, depuis 2001, dit qu'un immeuble vide et non utilisé, il ne répond pas aux fonctions sociales de la propriété urbaine, et donc il n'est pas utilisé. Il pourrait être utilisé pour un hôtel, pour n'importe quoi, pour une entreprise, pour des maisons pour pauvres, pour riches, mais il faut qu'il soit utilisé, parce qu'il coûte cher du point de vue de l'infrastructure. Il coûte cher d'être là, donc il ne faut pas le laisser vide, donc c'est illégal. Mais quand les gens l'occupent pour dire « nous on veut y habiter », les juges brésiliens qui méconnaissent beaucoup de lois, mais ils méconnaissent aussi les lois urbaines, immédiatement ils font sortir les gens violemment, souvent des femmes enceintes, des enfants, etc. Alors que pas très loin de là, il y a des condominiums dans la ville de São Paulo, comme celui-ci qui s'appelle Alphaville, qui lui a 30% de ces lots qui sont sur de la terre indigène, du réserve indigène, terre de l'Union, absolument interdite, mais ils sont là depuis 30 ans et personne n'a jamais envoyé la police pour les enlever de là. Ni même dans ce grand centre commercial qui est à São Paulo, qui lui est sur des terres de la municipalité, qu'il a occupé un jour parce que ça lui a semblé intéressant. Mais jamais il n'y a eu une action contre cela. Ça veut dire que les actions que l'on fait en général pour, entre guillemets, réparer les déviations urbanistiques, elles aussi, elles peuvent être tachées d'une partialité qui des fois n'est pas assez reconnue.
La même chose par rapport au bord de mer au Brésil, où la loi urbanistique a interdit d'occuper les plages. Et si vous allez à Natal, si vous avez la chance d'y aller, ça vaut la peine, hein, c'est très joli, dans le nord du Brésil, il y a des très belles plages. Et sur la plage, il y a des grands hôtels qu'ils appellent all included, ça veut dire qu'on paye, on a tout inclus, hein, de la planche à voile au whisky, c'est incroyable, etc. Et ils ont tous là leur petite machine pour passer la carte de crédit, donc c'est tout très légal, très légalisé. Mais c'est illégal. C'est illégal. Après, bon, je ne vais pas vous faire de grosses histoires ici, ce ne sera pas le cas, mais cette confusion entre le légal et l'inégal est très utile, parce qu'elle permet de décider ce qui est légal ou ce qui est illégal à certains moments. Au Brésil, on en est arrivé à enlever une présidente de la République en jouant sur justement ce petit détail de ce qui est légal ou ce qui est illégal. Ce qui lui a permis d'être enlevé de la présidence a été voté comme légal 3 mois après. Le nouveau président a fait la même chose qu'elle avait fait, alors que c'était un crime que, apparemment, elle pourrait... Donc voilà, du point de vue urbain, c'est très pratique, parce que est-ce que c'est légal ou c'est pas légal? Bon, voilà, ça dépend. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est dommage, parce que là, ça n'a pas marché, le dessin que j'avais fait, mais c'était la couverture, je reviens, c'était cette couverture, et le jaune, là, il montre cette chose-là, justement cette partie-là de la photo, pour vous dire qu'on a l'impression, quand on voit cette couverture, que cette urbanisation est très mauvaise, alors que cette urbanisation est très bonne. Et là, il y a quelque chose d'important pour les urbanistes, c'est l'histoire de croire que toujours, là où c'est bien urbanisé, là où il y a beaucoup d'argent qui est investi, c'est forcément de la bonne urbanisation. Alors que ce n'est pas toujours vrai. Dans les favelas, souvent, on a plus d'urbanisation, on a plus d'humanité que hors des favelas. Parce qu'on a des relations de collectivité, on a des relations de voisinage, on a de la solidarité, etc. Et là, dans ce cas-là, au Brésil, cette région qui est soi-disant la meilleure région, c'est la région où on a une verticalisation sans contrôle, qui passe par-dessus les quartiers comme si de rien n'était. C'est la région où on a un total privilège à la voiture pendant des décennies, et j'ai cru lire dans mon petit livre sur Bruxelles que ça a été aussi un peu le cas ici. Ça veut dire, ça c'est une chose qui est, bon, maintenant les gens commencent à se rendre compte, vous allez voir que le Brésil c'est pas si simple, mais la voiture, il faut vraiment commencer à s'en défaire, et donc on en arrive à cette situation. Voilà, le type qui a essayé de traverser la rue là, il est mort 14 fois, il s'est fait renverser, parce que c'est impossible, c'est pas une ville pour les piétons, c'est une ville pour les voitures. Voilà. Et puis c'est les villes des fortifications. C'est les villes qui n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes sociaux, ni même du point de vue de leur territorialisation. Donc c'est des villes forteresses où les gens habitent derrière des murs, où les villes se reconstituent à l'intérieur de ces murs, et ils ne sont même pas fichus de diviser la piscine quand même. Même la piscine, il faut qu'il y en ait chacun à la leur. Alors donc on a des multiplications de petites piscines. Alors que dans la ville, on a ce genre de situation, hein, ça c'est, si vous allez à n'importe quelle ville au Brésil, pour rentrer dans un immeuble, il faudra toujours passer par cette petite espèce d'entrée de camp de concentration, là où il faut, là c'est à preuve de balles, hein, ici, là, le type il reste, là vous le voyez là, c'est un monsieur armé dans un verre anti-balles. Donc il vous demande votre nom, il appelle, il ouvre la première porte, vous rentrez là-dedans, ou en voiture, vous passez la première barrière. Tant que la première barrière n'est pas refermée, la deuxième ne s'ouvre pas. Et là, quand la première est fermée, donc ça c'est très élégant, vous arrivez, il y a quelqu'un qui arrive en même temps, vous ne pouvez pas le dire, venez, non, surtout pas fermé, attention. Alors si c'est bien, si le type de la pizza, il est un peu comme ça, soupçonneux, il est pas blanc, et puis il arrive, et des fois il y a des lance-flammes, non, c'est pas vrai, mais on y est presque, et c'est assez cruel quand même. Mais donc, voilà. La question c'est, est-ce qu'il est possible de faire des politiques publiques dans ce contexte ? Est-ce qu'il est possible de faire une politique publique urbaine et de logement ? Alors je veux dire, quand le maire vous appelle, il vous dit « Bon, voilà, j'aimerais bien que vous soyez le secrétaire au logement », la première chose que je lui ai dit, c'est « Est-ce que vous vous attendez à ce qu'on résoudre le problème du logement ?» Il m'a dit « Non ». J'ai dit « Bon, alors c'est un bon point de départ, parce que ça ne sera pas possible en 1 an, ou même si on gagne les élections, qu'on n'a pas gagné, en 5 ans, ça ne sera pas possible. » Alors, parce qu'on a affaire à faire, justement, on a à faire face aux privilèges urbains. Alors, c'est très important de comprendre que le rôle de l'université, il est très important à ce moment-là, parce que l'université a une capacité de produire des connaissances qui sont très, très applicables à la pratique de la gouvernance. Alors,
La ville de São Paulo, elle a un budget de près de 15 milliards d'euros par an. Le PNB de la ville de São Paulo, il est de 160 milliards d'euros. C'est-à-dire que le PNB de la ville de São Paulo, il est 3 fois plus grand que celui de l'Uruguay. Il équivaut à celui du Pérou. Il arrive près de celui du Chili tout entier. Ça, c'est la ville de São Paulo qui a un maire et 33 conseillers municipaux. Et c'est tout. Et il a 33 sous-mairies, et chaque sous-mairie a 650 000, 700 000 habitants. Ça veut dire, la sous-mairie, elle n'a pas de maire, elle n'a rien, et elle a 700 000 habitants. Mais il y a un seul maire et 33 conseillers municipaux, et autour de 30 secrétaires, ce qu'on appelle des secrétaires d'État à l'éducation, au logement, à la santé, etc., etc. Moi, j'étais donc secrétaire d'État municipal au logement. Mais au Brésil, le secrétaire d'État de la ville de São Paulo, à cause de son importance, il a un statut un peu différent dans le contexte politique brésilien à cause de l'importance que la ville a effectivement. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que d'une manière très surprenante, c'est impressionnant au Brésil comme l'État est capable, ou il a la possibilité de faire des politiques transformatrices. Et moi, quand je viens dans les pays européens, la première chose que je dis, c'est, écoutez, vous avez un legs, même si c'est en train d'être détruit, même si l'État-providence n'est plus ce qu'il n'était il y a 20-30 ans, c'est quand même une notion de l'importance de l'État, du public, de la société, des droits sociaux, etc., qui est un héritage qui est fabuleux. Parce que si là-bas, sans rien, on se rend compte que l'État a une énorme puissance pour faire les choses, imaginez ici. Pour que vous ayez une idée, j'étais à Paris en décembre, on m'a invité pour aller faire une petite conférence pour parler de l'habitat à un centre d'accueil pour de logement pour les travailleurs, et spécifiquement qui travaillait pour des handicapés qui avaient des difficultés d'insertion sociale et de travail. Et donc, moi, je leur ai expliqué que je me suis battu comme un monstre pendant 1 an pour pouvoir mettre en place, avec 8 autres secrétaires, un programme pour pouvoir faire des logements pour des gens issus de situations de crack, etc., de dépendance, d'addiction dans la ville de São Paulo. Et on était très fiers parce qu'on avait, après 4 ans, on avait réussi à mettre en place un système qui avait réussi à atteindre 500 personnes. Et eux, sur Paris, ils avaient 7000 personnes. Rien que dans l'immeuble que j'étais en train de parler, il y avait 250 appartements. Et ils venaient m'appeler parce qu'ils disaient non, parce qu'ils sont tous ils sont très pessimistes avec leur travail, avec ce qu'ils font. Je leur dis, c'est bien que vous veuillez m'appeler pour que je vous amène de l'optimisme, là, pour vous dire, moi, je suis ému d'être ici, de voir qu'il y a un État qui fait tout ça. C'est très important, c'est très important. C'est l'héritage de l'État-providence, même si l'État-providence n'a pas été le même en Belgique, en France, à Londres, en Allemagne, etc., il y a quand même eu une construction depuis l'après-guerre qui a donné un héritage qui est impressionnant. Alors nous, on a une tradition de la non-régulation. Ça veut dire un État qui non seulement, normalement, n'existe pas, mais surtout, même s'il existe, et même si on y est, même si on voit qu'on a beaucoup de force, eh ben, il faut être assez costaud pour pouvoir imposer les changements, parce qu'on a affaire à des privilèges. Il faut aller dire aux gens, excusez-nous, il va falloir distribuer un peu tout ça. Et là, les élites, elles ne sont pas du tout contentes. Alors, comment on fait ça? On fait ça en essayant de mettre en place un plan municipal d'urbanisation, un schéma directeur, et en faisant des politiques qui puissent changer. J'en ai mis quelques-unes. J'ai un autre PowerPoint avec plein de choses qui sont là, mais je ne voulais pas vous faire une présentation gouvernementale, mais juste pour vous dire les questions structurelles qui sont derrière tout ça. La question de la mobilité urbaine, évidemment, enlever le modèle de la voiture et mettre en place. Alors, l'idéal, c'est le métro, évidemment, mais le métro, ça pose des problèmes. Ça fait plein de trous, il y a les maisons qui tombent, il y a les riches qui n'aiment pas, c'est très cher, ça met 15 ans. Alors, on commence par mettre des couloirs de bus express. On en a fait 416 km dans toute la ville. Et ensuite, on a fait 380 km de voies cyclables. Et pour que vous ayez une idée, moi je suis un cycliste à São Paulo, je me fais souvent presque renverser par des chauffeurs qui pensent qu'un cycliste est un révolutionnaire de la pire espèce. Ça veut dire qu'ils viennent, espèce de gauchistes qui aiment les vélos et qui essaient de nous venir dessus parce qu'on a fait ce crime lèse privilège qui est de dire qu'il est possible de faire du vélo à São Paulo. Il fait chaud, il y a des montées, mais si, quand on s'y prend bien, on peut le faire. Après, la régulation de l'activité immobilière, bien sûr, c'est-à-dire créer un plafond de densité.
une fois le coefficient, la surface du terrain, pour pouvoir avoir après une limitation à 2,5, 3, et pouvoir donc récupérer de la plus-value urbaine, ça veut dire mettre des impôts sur ce qui dépasse le plafond de 1. La limitation de la verticalisation dans les noyaux de quartier, c'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. La densification le long de ces couloirs des bus, ça veut dire on a créé une logique de rééquilibrer la pendularité urbaine. C'est-à-dire qu'on a fait des couloirs de bus qui allaient hors du cercle rouge que je vous ai montré pour permettre que les gens puissent avoir de la densification et des activités économiques qui sortent de ce cercle pour éviter cette pendularité où il y a des millions de personnes, autour de 4 millions de personnes qui font l'aller-retour tous les jours par les systèmes complètement saturés d'autobus ou même de voitures. Alors, on a fait le long de ces couloirs, on a permis une densification jusqu'à coefficient 4 sans rien payer, mais par contre en limitant la taille des appartements à 100 mètres carrés, ce qui pour le Brésil est assez petit, et en limitant une place de garage par appartement. On n'a pas réussi. Moi, j'étais là dans la réunion où les entrepreneurs, ils ont dit, monsieur le maire, une place de garage, ça va pas du tout. Alors le maire a dit, bon, alors on va faire une transition. Allez, 3 places pendant 3 ans et après une seule. OK, c'est négocié. C'est de la négociation comme au poker, les politiques publiques là-bas. Alors après, réorganiser les dynamiques métropolitaines. Ça veut dire trouver les aires à récupérer, les friches industrielles, comme ici, j'ai vu le long du canal, apparemment, ou alors dans le centre-ville, qui est très, très, très délaissé. Faire valoir la fonction sociale de la propriété urbaine. On a fait 2000 notifications de propriétaires d'appartements ou de maisons vides dans le centre-ville en général. Créer des politiques de solidarité. On a fait une politique qui s'appelait la transcitoyenneté pour la population transsexuelle, qui était complètement hors de tout à São Paulo, qui n'avait droit à rien, et pour qui on a mis en place tout un système d'accueil, d'accompagnement social, de santé, etc., etc. De bras ouverts, qui est cette politique pour je sais pas comment on dit, les dépendants de drogue, je sais pas comment on dit en français, de la drogadicção en portugais. On a créé des secrétariats des droits humains, le secrétariat pour l'égalité raciale, le secrétariat pour les politiques des femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a perdu les élections à cause d'un espèce de raz-de-marée, de tsunami tout ce qui pouvait être progressiste au Brésil, et on n'avait vraiment pas aucune chance de gagner, même si le maire, il était Jésus en personne, et ben toujours est-il que quand on a perdu le nouveau maire, et ben justement ces 3 secrétariats-là, il les a défaits la première semaine. La première semaine. Pour que vous ayez une idée de l'impact que ça a. Ensuite, récupérer la ville pour les personnes. Ça veut dire faire des parcs publics, ouvrir les grandes avenues pour des voitures le dimanche pour que les gens puissent aller y passer. Donc, on a fait des couloirs de bus, voilà. On a augmenté on a fait une économie de 4 heures de trajet par semaine, pas par jour, 4 heures par semaine, mais ce qui est quand même déjà pas mal en faisant les couloirs de bus. Et ces couloirs de bus, comme je vous ai dit, qui vont justement, vous voyez là, ils vont en périphérie. Ils vont là où justement la photo que je vous avais montrée avant montrait qu'il n'y avait rien. Et là, on essaye de faire une densification qui va chercher les gens très loin et puisse densifier autour d'eux pour rééquilibrer un peu la pendularité. Des limitations de vitesse. Alors pour que vous ayez une idée, le nouveau maire, il a fait son slogan de campagne en disant « J'accélère pour São Paulo ». Et la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a éliminé ce qui est fait dans tout le monde, c'est-à-dire réduire les vitesses des voitures, ce qui nous a permis d'avoir 20% de réduction dans les morts par renversement, par accident de voiture, rien que ça. Et maintenant, 1 an et demi après, on a à nouveau 20% de plus. Ça, c'est directement lié. Si on fait les voitures aller à 30, 40, 50 à l'heure, eh ben, réduction immédiate des renversements et des accidents. Ensuite, faire des voies cyclables, comme je vous ai dit. Alors les voies cyclables dans toute la ville aussi, pas seulement dans le cercle, il était ici, Donc pas seulement dans le cercle, mais aussi aller chercher un peu plus loin, même si les gens trouvent qu'on ne fait pas du vélo aussi loin, mais si on fait. Ouvrir les avenues, par exemple la grande avenue Pauliste dans le centre financier de São Paulo les dimanches, c'est devenu la grande plage urbaine de la ville. C'est fantastique, ça c'est toujours maintenu parce qu'il a essayé de l'enlever et de le laisser qu'à la moitié. Et là les gens ont fait une manifestation, on dit quand même on n'exagère pas. Et commencer à mettre des équipements de santé, vous voyez, qui ne sont pas
dans le cercle rouge, mais qui sont hors de la région. Justement, la région rouge, elle en a déjà, donc on a essayé d'en mettre justement, ça c'est de l'éducation, des écoles, des crèches, surtout des crèches. Alors, quelle est la réaction des élites? La réaction des élites, elle est immédiate. Il y a une revue qui vient et qui nous dit comme ça. Haddad, qui est le nom du maire, pensait vraiment que l'habitant de São Paulo allait laisser sa voiture à la maison. Mais il est complètement débile. En plus, ils disent ici, pourquoi, ils vont le montrer dans la revue, les savants de la revue vont montrer pourquoi l'idée n'a pas fonctionné. Mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que la photo qu'ils mettent, c'est une photo qui montre que justement l'idée a fonctionné. Parce que les gens ils disent, vous voyez là, les taxistes ils disent, ouais, c'est ridicule, il n'y a pas de flux là. Ça se dit flux, on dit, il n'y a pas de flux. Alors je leur dis, mais si, il y a des flux justement. Parce que le bus qui était là, il n'est plus là, il est passé. Ça y est, il est déjà arrivé chez lui. La personne, elle n'est plus là. Donc ça, c'est la preuve que ça marche. C'est qu'il n'y a aucun bus. Ça serait la preuve que ça ne marchait pas s'il y avait 400 bus les uns derrière les autres. Mais là, c'est la preuve que ça marche. Mais dans la vision, les gens qui font cette revue, ils sont tellement omnibulés dans leur vision qu'ils ne réussissent à voir que ce côté-là. Évidemment, pour celui qui est assis dans sa voiture, ça n'a pas du tout marché. Donc c'est la vision que la politique publique, elle ne marche ou elle marche, elle ne marche pas si elle résout mes problèmes à moi et pas les problèmes collectifs. Donc on a eu beaucoup de mal. Pour que vous ayez une idée, le slogan qui a été utilisé contre le maire Haddad était justement pour se moquer de lui, à cause de la vitesse des voitures, etc., était Radad, à cause des radars. Et il a perdu les élections, on allait en périphérie, on disait hey, Radad et tout, il me disait ça va être difficile. Effectivement, ça a été difficile. Alors, devant tout ça, il faut travailler, il faut quand même travailler et faire des politiques. Nous, on a fait donc un schéma directeur et un plan sur le logement. J'en ai ramené des exemplaires pour la bibliothèque du BSI et de CityDev. J'en ai aussi demain je les ai gardés, mais pour la fac. Donc voilà, vous voyez la contribution de l'université. Les gens m'ont dit c'est très joli comme composition. Je suis allé à l'université, j'ai pris une élève de design. Je lui ai dit est-ce que tu veux travailler là? Il faut faire un truc parce que j'ai dû faire un plan en 6 mois. Et là, la contribution de l'université, elle est assez intéressante parce que quand on fait de la participation, souvent, quand on part du zéro, on refait un peu les mêmes discussions. Actualisées, c'est vrai, mais surtout quand c'est technique pour faire un plan de logement, on repasse toujours un peu sur les mêmes points. Moi, comme je suis arrivé, j'avais 1 an, j'ai pris une équipe formidable avec moi qui avait 20-30 ans d'expérience. Et donc, ils savaient par cœur d'expérience de politique participative. Donc, ils savaient un peu par cœur tout ce qui était les demandes nécessaires dans la question du logement. Et j'ai pris beaucoup de gens d'université, de mon laboratoire et d'autres laboratoires qui travaillèrent sur ces questions-là. Et cette équipe a produit un niveau 0, qui était celui-là, dont on a fait un cahier pour discussion publique et qu'on a présenté à la discussion de 5000 personnes en vécu, comme ça, on dit en vrai, et qu'on a mis à disposition sur Internet pour pouvoir y insérer des suggestions. Et on a eu 17 000 suggestions par Internet. La question, c'est que comme notre point 0, il introduisait pratiquement 100% de toutes les revendications possibles que les mouvements du logement pouvaient avoir. Parce qu'elles avaient déjà été réfléchies, elles avaient déjà été prises en compte et on les avait déjà traduites en propositions de politique. Donc on a avancé beaucoup, de la sorte qu'on a traduit ça en une loi qu'on a envoyée à la Chambre des députés, des députés municipaux, des conseillers municipaux, et qui, malheureusement, est restée là-bas au frigidaire parce qu'on a perdu les élections. Alors, ils ne peuvent pas en faire une autre parce que les mouvements disent « Non, non, on a ça, nous, on veut ça ». Mais en même temps, ils ne veulent pas approuver ça. Donc voilà, moi je regarde de loin, mais pour l'instant, ça ne s'est pas résolu. Alors, qu'est-ce que ce plan proposait? Du point de vue du logement spécifiquement, il proposait des choses très spécifiques, très concrètes. Les zones spéciales d'intérêt social, où on dit que dans ces zones-là, 70% de tout ce qui est produit, soit par le gouvernement, soit par le marché immobilier, par qui que ce soit, doit être obligatoirement du logement social. Alors on se débrouille, mais là-bas, il faut que ce soit du logement social. On a créé les quotas de solidarité. Ça veut dire que tous les nouveaux investissements de plus de 20 000 mètres carrés devraient obligatoirement donner 10% de la surface du terrain pour que la mairie puisse y faire du logement social. Après, les conseillers municipaux, ils ont trouvé que c'était trop radical. Alors, ils nous ont dit non, on peut donner en argent à la place. Bon, ok, d'accord. Après, on a décidé que de l'argent qui est payé du plafond de 1%, de ce qui dépasse le 1%, va vers un fonds
d'urbanisation et on a décidé que 30% du fonds d'urbanisation était destiné rien que pour la mobilité urbaine, pour les couloirs express de bus, et 30% était obligatoirement destiné à l'expropriation de terres bien situées pour faire du logement social. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai pu compléter l'expropriation de 180 terrains assez bien situés en ville pour faire du logement social que l'on a pu commencer, bon maintenant c'est en train de se faire, du logement social. Ensuite, on a fait de la régularisation foncière, très important, 200 000 en tout, et la fonction sociale de la propriété, je vous en ai déjà parlé. Alors, tout ça c'est très joli, mais il y a un autre problème au Brésil, c'est que au Brésil, on peut dire que dans toutes les grandes villes, une grande partie du territoire est sous la domination de pouvoirs parallèles. Alors, il y a des pouvoirs liés à des religions très dispersées, plus ou moins fanatiques, mais qui souvent ont beaucoup d'emprise sur la population. À Rio, ils ont réussi à élire le maire de Rio. Mais surtout, le pouvoir du trafic de drogue, qui a un pouvoir inconteste sur le territoire. Alors, quand on est au gouvernement, eh ben, il faut apprendre une chose assez compliquée, c'est qu'il faut, je ne dirais pas négocier, mais il faut savoir dialoguer avec le trafic de drogue, parce que sinon, on ne peut pas y mettre les pieds. Alors, comment on va faire une politique de logement dans un quartier qui est contrôlé par le trafic de drogue? Alors bon, j'ai des anecdotes là-dessus, je pourrais en raconter plein. Après, on pourra en discuter. Il y a plein d'anecdotes assez cocasses, assez drôles. Après, elles deviennent assez drôles. Mais toujours est-il que le trafic de drogue, il est assez puissant. Par exemple, quand il veut obtenir des bourses que le gouvernement municipal donne, des bourses de logement, eh ben, il met le feu à une favela. Ça, c'est une favela qui a pris feu quand j'étais secrétaire. On m'appelle la nuit, en début de journée, on m'envoie la photo, moi j'y vais, j'étais là justement à ce moment-là. On arrive, on a très peur, parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui sont morts, etc. Et puis après, on apprend très vite à reconnaître que quand il y a un feu et qu'après, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de carcasse de divan, et il n'y a pas de carcasse de frigidaire, eh ben, c'était un incendie provoqué par le trafic de drogue. Pourquoi? Parce que là, il n'y avait que 30 maisons qui pouvaient rentrer là, qui étaient atteintes. Mais pendant la nuit de l'incendie, j'ai eu 204 familles qui sont venues s'inscrire en donnant leur nom pour avoir droit à la bourse de logement. Donc c'est le trafic qui organise ça et qui va donner des noms fictifs pour pouvoir récupérer des bourses qu'il va distribuer. Il va utiliser ça comme monnaie et comme monnaie de pouvoir interne. Donc il faut savoir aller là-bas, il faut savoir ne pas le faire, il faut savoir répondre. Donc c'est des apprentissages très rapides, mais c'est intéressant parce que moi quand je vais en France et souvent dans les discussions des banlieues, eh ben il y a des discussions très semblables qui commencent à avoir lieu à Marseille, dans le sud de la France, etc., qui sont quand même très très ressemblantes, avec une ouverture énorme pour le clientélisme. D'ailleurs, Patrick Le Gallès a coordonné un livre excellent sur le clientélisme à Marseille, avec une ouverture pour la corruption, où c'est très difficile de faire justement le contrôle de tout ça. Et donc, on a affaire à faire du logement dans des régions qui sont comme ça, où la précarité est absolument énorme, et la densité aussi est très dense. Vous avez là 1, 2, 3, 4, 5 étages, tout en autoconstruction, vous voyez ? Et il faut faire ça d'une manière participative. Donc, comme je vous l'ai dit, le plan, on l'a fait d'une manière participative. On a impliqué 5000 personnes. Ça, c'est le maire, ça, c'est moi. Ça, c'est différentes réunions qu'on a fait, où on est allé avec le plan, on a fait des grandes séances, on a fait des séances de travail, on s'est assis, on a discuté, on a expliqué ce qu'on voulait faire, etc. Et ça, c'est très, très, très important. Très important. Parce que sinon, on n'a pas l'adhésion, l'adhérence de la population et surtout, on n'a pas la coparticipation de la population dans la réflexion et la production des solutions pour la ville. Et non seulement la participation dans l'élaboration des politiques, mais aussi faire des politiques qui prévoient la participation. Et donc, dans les politiques de logement que l'on a proposées pour São Paulo, on continuait une expérience qui vient des années 80, qui vient de l'Uruguay d'ailleurs, qui est celui des coopératives en autogestion et qui, au Brésil, ont construit de manière autogestionnaire et coopérative des choses incroyables, comme vous voyez là, ou comme vous voyez ici, par des agences d'architecture spécialisées et qui réussissent à arriver à des résultats assez intéressants. Autre chose que l'on a proposé aussi et qui est pas très mal vu parce que c'est invisible, mais du point de vue d'urbanisme, les architectes n'aiment pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de projet. Les architectes, ils adorent qu'il y ait un projet avec leur nom, etc. Mais là, ça veut dire, c'est arriver dans ces quartiers et proposer de l'amélioration urbaine.
proposer, faire des escaliers, faire des choses qui améliorent et qui transforment ces quartiers en vrais quartiers. Et là, on a des surprises incroyables. Par exemple, à São Paulo, on a fait une amélioration urbaine un peu comme celle-là, dans un quartier où on a fait la substitution des lampes en lampes par LED. Et le LED, c'est incroyable parce qu'il économise près de 50%, mais il illumine pratiquement le double. Donc vraiment, il est très puissant du point de vue de l'illumination. Et quand on est revenu pour voir les effets que ça avait donné à peu près 2 mois après, on a eu des femmes de ce quartier très pauvre qui sont venues nous voir. Et elles sont venues nous remercier pour notre politique de sécurité. Et nous, on se disait, on a fait une politique d'illumination. Bon, on sait que c'est plus sûr, etc. Elles disaient, non, vous n'avez pas compris. C'est que nous, avant, on était obligés de se lever à 4 heures du matin pour se réunir en groupe dans une boulangerie du coin et pour aller en groupe vers la station de bus, parce qu'il y avait des viols, des attaques, etc. Et maintenant, moi, je me dors une demi-heure, 40 minutes de plus, parce que je me réveille, je peux y aller toute seule, tranquillement, à la lumière du jour, elle nous a dit. Et c'est très émouvant parce qu'on se rend compte que c'est des petits changements qui souvent produisent des choses que l'on ne se rend pas compte. Et l'urbanisme, il a cette richesse. Il faut toujours être très attentif au fait que les politiques que l'on fait souvent touchent à une chose et ont des résultats ailleurs que l'on ne s'y attendait pas. Et il faut savoir être tout le temps à l'attention de ces choses-là parce qu'on peut, à partir de là, rebondir et les faire se dédoubler dans d'autres choses très intéressantes. Autre chose, c'est l'approximation avec l'université, non seulement pour faire la couverture de mon plan, mais mon laboratoire qui est le LabIAB, dont je vous ai parlé, il travaillait depuis très longtemps dans des projets d'urbanisation de régions très précaires. Et moi, j'ai appelé au moins 5 étudiants qui avaient fait leurs travaux en fin d'études dans des quartiers de São Paulo pour qu'ils appliquent, pour qu'ils mettent en place le plan qu'ils avaient étudié dans des situations réelles, des quartiers où ils avaient travaillé. Ils connaissaient déjà les gens, ils y étaient déjà allés pendant 1 an, ils avaient fait plein de propositions, ils avaient fait du travail participatif, mais ça s'appelait de la recherche. Pourquoi ne pas transformer ces recherches effectivement dans de la production de l'espace, de l'urbanisation, etc. Alors, c'est évident, pour finir, que tout ça, il y a un petit air de sécher de la glace, on dit au Brésil, hein, sécher de la glace, je sèche, et ça sèche jamais. Évidemment, on fait ces choses-là, et on a l'impression, ça veut dire ça, c'est le résultat d'années de travail, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est à côté de São Paulo, ça c'est dans le nord du Brésil, mais pour montrer que des fois, c'est des projets très intéressants, très réussis, mais ils ne représentent rien par rapport à l'immensité de ce que l'on doit faire face. Et surtout, des fois, ils apportent d'autres problèmes. Ça veut dire que là, on a fait un très bel immeuble, mais cet immeuble a apporté des problèmes parce qu'il a créé une division et une confrontation locale. Ceux qui étaient dans la favela et ceux qui sont dans les nouveaux appartements. Ceux-ci ne supportent plus ceux-là qui sont devenus des pauvres pour eux. Et en plus, ceux-ci, ils ont beaucoup de mal parce qu'ici, ils pouvaient avoir des chiens, habiter, faire plein de trucs, faire des barbecues sur le toit, etc. Et là, ils se retrouvent dans un truc de 35, 40, 45 mètres carrés où on ne peut pas faire de bruit, on ne peut pas embêter le voisin d'en haut, d'en dessous, etc. Donc, aussi, les solutions ne sont pas toujours des solutions. Et ça, c'est autre chose très importante en urbanisme. Comprendre que souvent, ce que nous, les architectes, les urbanistes, les techniciens, les économistes, etc., on apporte comme des solutions incroyables, eh ben, il faut les voir, parce que des fois, elles se transforment de lumière en politique de sécurité, et des fois, des bonnes choses en logement posent des problèmes sociaux absolument effroyables qu'on n'imaginait pas du tout. Alors, moi, je trouve que le plus important, pour finir, dans tout ça, c'est comment ne pas désister devant l'ampleur de ces défis. Eh ben, il ne faut jamais abandonner le rêve d'avoir des villes plus justes. Et c'est pour ça que j'étais là aujourd'hui. Merci.